Et si la véritable stabilité pour l'Afrique ne venait pas des grandes puissances, mais d'un petit pays qui, contre toute attente, a su renaître de ses cendres et se réinventer malgré les pires épreuves? Cette question, à la fois dérangeante et fascinante, s'impose aujourd'hui alors que se dessine un rapprochement discret, presque secret, entre le Burkina Faso et le Rwanda. Ce rapprochement intrigue. Il n'y a pas si longtemps, une délégation militaire de premier plan, composée des plus hauts gradés burkinabés, a quitté Ouagadougou dans la discrétion la plus totale pour rallier Kigali. L'événement n'a fait l'objet d'aucune grande annonce dans les médias internationaux, mais il incarne une ambition profonde, celle d'un Burkina Faso en quête d'un nouveau modèle. Pourquoi donc Ibrahim Traoré, chef d'État burkinabé issu de la nouvelle génération de dirigeants africains, mise-t-il sur le Rwanda, ce petit pays dirigé d'une main ferme par Paul Kagame depuis plus de 2 décennies? Ce choix suscite la surprise et parfois l'inquiétude, tant sur le continent africain qu'en Occident. Nombreux sont ceux qui voient en Kagame un chef autoritaire, tandis que d'autres le saluent pour sa discipline, sa résilience et sa capacité à résister à toute influence étrangère. Ce rapprochement pourrait bouleverser le jeu des alliances en Afrique, en faisant émerger un axe plus indépendant, moins soumis aux pressions extérieures. Mais comment comprendre cette fascination pour le Rwanda? Et pourquoi ce modèle attire-t-il tant ceux qui rêvent de stabilité et de souveraineté? Pour le Burkina Faso, miser sur le modèle rwandais est un pari audacieux. Le pays pourrait gagner en sécurité et en indépendance, ou au contraire s'exposer à de nouvelles menaces, coups d'État, sanctions internationales ou ruptures internes. La stratégie de Traoré est aujourd'hui cruciale. L'avenir du pays se joue sur le fil, entre l'émancipation et la pression extérieure. Pour comprendre les raisons profondes de ce rapprochement, il faut d'abord percer les secrets de la réussite rwandaise et saisir pourquoi ce modèle fascine tant ceux qui, en Afrique, veulent rebâtir des États forts. Le Rwanda, marqué par le drame du génocide de 1994, s'est imposé en moins de 30 ans comme un exemple spectaculaire de reconstruction. Plus d'1 million de morts, des villes anéanties, un tissu social pulvérisé. Voilà d'où partait le Rwanda. Pourtant, en moins de 3 décennies, ce petit pays enclavé est devenu un symbole d'espoir et d'efficacité, admiré sur tout le continent. Comment expliquer un tel redressement? Le secret réside dans un modèle de gouvernance dirigé sans concession par Paul Kagame, président depuis plus de 20 ans. Sous son autorité, la discipline et l'unité nationale sont devenus les piliers d'un redressement hors du commun. Toute tentative de division, toute menace d'instabilité, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, ont été systématiquement neutralisées. La vision de Kagame repose sur une priorité absolue, la stabilité. Il a transformé l'unité nationale en objectif quotidien, diffusé de la capitale jusqu'aux villages les plus reculés. Pour y parvenir, il a mobilisé 3 leviers majeurs. Une justice restaurative à travers les fameux tribunaux Gakaka, une politique de mémoire collective ancrée dans l'éducation, et une mobilisation de la société autour de l'idée de paix. Prenons l'exemple des Gakaka. Ces tribunaux communautaires, mis en place après le génocide, ont permis de juger plus d'1 million de dossiers en moins de 10 ans. Ce processus inédit a facilité la réconciliation, en évitant l'engorgement du système judiciaire classique et en impliquant directement les populations dans la reconstruction du lien social. La justice restaurative, ici, a servi de ciment pour refermer les blessures et empêcher le retour du chaos. Autre levier, l'éducation à la paix. Dès l'école primaire, les enfants rwandais apprennent l'histoire récente de leur pays, la gravité du génocide et les valeurs de tolérance et d'unité. Cette approche, couplée à une politique de commémoration nationale, a permis de construire une mémoire partagée, condition sine qua non de la stabilité retrouvée. Les résultats sont là, spectaculaires. La mortalité maternelle, par exemple, a chuté de plus des 3/4 en une génération. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, elle est passée de 1230 décès pour 100 000 naissances vivantes à moins de 350 aujourd'hui. Kigali, la capitale, est régulièrement citée parmi les villes les plus sûres d'Afrique, avec un taux de criminalité extrêmement bas. L'accès à l'éducation et aux soins progresse sans cesse, tandis que le taux de pauvreté recule.
impossible d'ignorer le rôle central des femmes dans ce redressement. Aujourd'hui, elles forment plus de la moitié des membres du Parlement rwandais, un record continental et mondial. Leur participation active à la vie politique et économique a favorisé la réconciliation et ancré une paix durable. Cette inclusion massive s'est accompagnée d'un accès élargi aux postes de commandement, aux responsabilités administratives et à l'entrepreneuriat. S'inspirer du Rwanda, ce n'est donc pas simplement admirer un miracle africain. C'est comprendre comment sortir du piège de l'instabilité, penser les cicatrices du passé et affirmer sa souveraineté sur la scène internationale. Ce modèle fascine des dirigeants comme Ibrahim Traoré, qui y voient une stratégie pour résister aux ingérences étrangères et bâtir un avenir solide. Mais pourquoi ce modèle séduit-il autant Ibrahim Traoré et la junte burkinabé, au point d'organiser une mission confidentielle à Kigali? Quels enseignements cherchent-ils à ramener pour affronter leurs propres défis? Pour mieux saisir cette dynamique, rappelons l'histoire récente du Burkina Faso. Depuis l'insurrection populaire de 2014, le pays a connu une succession de coups d'État, de transitions difficiles, et fait face à une menace djihadiste permanente. L'armée, ébranlée par les attaques répétées, cherche un second souffle. Dans ce contexte, le Rwanda apparaît comme un exemple concret. Paul Kagame incarne, aux yeux de Traoré, le chef qui a su transformer une nation blessée en forteresse contre la déstabilisation. Discipline, unité, refus de l'ingérence. Cette trilogie séduit de plus en plus de dirigeants africains lassés de l'instabilité chronique. Le Rwanda, qui en 1994 semblait condamné, est devenu un acteur militaire de premier plan sur le continent, intervenant au Mozambique, en Centrafrique et même dans le maintien de la paix de l'ONU. La récente visite de la délégation militaire burkinabé à Kigali n'était pas un simple voyage protocolaire. Derrière les cérémonies officielles, les discussions furent intenses et concrètes. Doctrine de défense, formation intensive, gestion de la discipline, innovation pour le bien-être des soldats, organisation du renseignement, tout a été étudié dans le détail. Les Burkinabés voulaient comprendre comment, en moins de 30 ans, le Rwanda a bâti une armée soudée, efficace et loyale, capable de défendre le territoire national et de s'exporter dans les missions internationales. La délégation a aussi visité l'académie militaire de Gako, réputée pour la rigueur de sa formation et la qualité de ses instructeurs. Là-bas, ils ont observé des séances d'entraînement, des modules de gestion de crise et des outils de motivation pour les jeunes recrues. La discipline y règne en maître, mais l'accent est aussi mis sur la responsabilité individuelle et la solidarité de groupe, deux valeurs que le Burkina Faso cherche aujourd'hui à revitaliser dans ses propres rangs. Au-delà de la technique purement militaire, c'est toute une philosophie de pouvoir centralisé et de contrôle de l'information qui attire le Burkina Faso. Traoré rêve d'un État résistant, capable de se protéger aussi bien contre les menaces internes que contre les pressions extérieures, notamment occidentales. Le modèle rwandais, avec sa police innovante, impressionne par la gestion de la sécurité intérieure et du renseignement. Ce dialogue inédit avec Kigali tisse des liens nouveaux, bien plus profonds qu'un simple échange technique. Prenons un exemple. La police rwandaise est aujourd'hui reconnue pour ses missions de maintien de la paix en Afrique centrale, au Soudan du Sud et au Mozambique. Elle a su développer des unités spécialisées, capables de s'adapter à des contextes extrêmes, tout en maintenant une discipline de fer. Le Burkina Faso, en quête de solutions pour lutter contre la criminalité et le terrorisme, voit dans ce modèle une source d'inspiration majeure. Mais ce rapprochement n'est pas sans inquiéter. Pour les puissances occidentales, voir le modèle Kagame essaimer au Sahel représenterait une menace directe à leur influence. Si la méthode rwandaise s'impose, c'est tout l'équilibre des forces sur le continent qui vacillerait. Moins de dépendance, plus de souveraineté et des priorités africaines enfin affirmées. On se souvient de l'époque où les pays africains alignaient leur politique de sécurité sur les intérêts des anciennes puissances coloniales. Aujourd'hui, l'Afrique cherche à s'émanciper et ce mouvement prend de l'ampleur. Pour Traoré, l'enjeu est existentiel, s'inspirer du bon modèle ou risquer de s'enliser dans la répétition des crises, l'usure des putschs ou la soumission à une tutelle étrangère.
Il doit arbitrer entre stabilité autoritaire et ouverture incertaine, entre contrôle et pluralisme. L'histoire regorge d'exemples où des pays, cherchant la stabilité à tout prix, ont fini par étouffer l'innovation et la liberté, se privant d'un ressort essentiel à leur développement. Mais l'inverse existe aussi. Des sociétés trop ouvertes, trop fragmentées, ont sombré dans l'anarchie. La question de l'équilibre est donc centrale. Une telle transposition du modèle rwandais au Burkina Faso est-elle possible? Jusqu'où Traoré osera-t-il aller pour bâtir sa propre forteresse, quitte à sacrifier la démocratie sur l'autel de la stabilité? Au cœur de Ouagadougou, la réflexion divise. Les partisans d'une ligne dure s'organisent, arguant que la survie de l'État passe avant tout. Pour eux, la priorité est de restaurer l'ordre et de sécuriser le territoire, quitte à limiter temporairement certaines libertés. D'autres, issus de la société civile, s'inquiètent d'une dérive autoritaire. Ils rappellent que le Burkina Faso a une longue tradition de débat, de pluralisme et de participation populaire, héritée des grands leaders comme Thomas Sankara. Jusqu'où faut-il aller pour garantir la stabilité d'un État? Faut-il choisir entre discipline implacable et liberté politique? Ou existe-t-il une voie pour concilier les deux? L'exemple rwandais suggère qu'un pouvoir fort peut produire des résultats impressionnants, mais il montre aussi les limites d'un modèle trop centralisé. Sous la gouvernance de Paul Kagame, le Rwanda s'est imposé comme un îlot de stabilité sur un continent souvent secoué par les crises. Mais cette réussite a un prix, un pouvoir centralisé à l'extrême, des purges régulières dans l'armée, un contrôle serré des élites et de l'espace médiatique. L'unité nationale y prévaut, la contestation est rare, et le débat démocratique reste largement sous contrôle. Les résultats, eux, sont indéniables. Kigali rayonne par sa sécurité, sa croissance économique rapide, son efficacité administrative et son image valorisée à l'international. Ce succès fascine les dirigeants confrontés à l'instabilité chronique, notamment au Burkina Faso, en quête de solutions durables. Mais il suscite aussi des critiques. Certains dénoncent la faiblesse du pluralisme politique, la restriction des libertés publiques et les purges internes. Selon eux, la stabilité rwandaise s'est bâtie au détriment de la transparence et d'une véritable opposition politique. Pour le Burkina Faso et la région du Sahel, le modèle rwandais promet la survie de l'État face à la menace djihadiste, à l'effondrement de l'autorité et aux ingérences étrangères. Mais ce choix comporte aussi un revers. Le risque d'étouffer les voix discordantes, d'installer un autoritarisme verrouillé, difficile à réformer avec le temps. L'histoire regorge d'exemples où la dérive autoritaire, d'abord justifiée par l'urgence, a fini par étouffer tout élan démocratique. À l'inverse, certains suggèrent des options hybrides, renforcer l'unité sans sacrifier le pluralisme, parier sur une décentralisation maîtrisée ou mettre en place des mécanismes de dialogue inclusif. Au Sénégal, par exemple, la tradition du dialogue national a souvent permis de désamorcer les crises. Au Ghana, la décentralisation a contribué à apaiser les tensions régionales. Ces expériences montrent qu'il est possible de bâtir une autorité forte tout en préservant un espace pour la société civile. La dynamique géopolitique africaine ajoute une nouvelle dimension. Un rapprochement durable entre le bloc sahélien et le Rwanda pourrait forger une coalition panafricaine inédite, capable de marginaliser l'influence occidentale sur la sécurité, les ressources et la diplomatie. Mais cet axe, centré sur la discipline et la souveraineté, pourrait aussi isoler ses membres de certains partenaires traditionnels ou attirer de nouvelles formes de pression extérieure. En définitive, chaque choix aujourd'hui façonnera le Burkina Faso de demain. Sera-t-il maître de sa trajectoire ou prisonnier de nouvelles dynamiques d'autorité et d'instabilité? La quête de stabilité justifie-t-elle de restreindre la liberté politique, ou le Burkina Faso peut-il inventer une voie originale, à la fois inspirée du Rwanda et critique? Pour avancer, il faut regarder de près quels enseignements concrets tirer de l'expérience rwandaise et comment les adapter sans perdre l'âme burkinabé. Derrière les portes closes, la délégation burkinabé analyse chaque détail du modèle rwandais. Mais sur quels éléments parier et à quels risques s'expose-t-on en transposant cette méthode au Sahel? Peut-on vraiment bâtir une armée loyale et solide sans sacrifier ses principes essentiels? Où placer la limite entre unité et ouverture, discipline et diversité?
Le Rwanda a fait le choix d'une discipline implacable, où la vigilance face aux menaces internes est devenue un réflexe national. Ce choix s'est traduit par une anticipation rapide des crises, permettant au pays de déjouer des situations catastrophiques qui, ailleurs, auraient tout emporté. Le pouvoir, au Rwanda, est centralisé autour d'un cercle restreint, fidèle au président. À Kigali, rien n'échappe à ce noyau dur. Verrouiller l'appareil d'État, protéger contre les influences étrangères, éviter les intrigues qui ont plongé tant d'autres pays africains dans le chaos. Mais cette force porte une ombre. Trop de contrôle finit par étouffer la diversité politique, freiner la critique et faire planer le risque d'un autoritarisme rigide. Le Rwanda a troqué une part de pluralisme pour la sécurité, un compromis lourd de conséquences que tout État n'est pas prêt à accepter. Pour le Burkina Faso, le défi est clair: apprendre du Rwanda sans tomber dans ses pièges. Certaines réformes sont inspirantes, sans exiger la copie intégrale du modèle. La formation intensive pour souder les troupes, l'assurance maladie militaire accessible à tous, ou encore une protection sociale robuste pour les familles des soldats. Au Rwanda, le système de santé militaire couvre les soldats et leurs familles, réduisant le stress et augmentant la fidélité à l'État. Au Burkina Faso, une telle mesure permettrait de renforcer le moral des troupes et d'attirer de nouveaux engagés. Mais ces outils n'ont de valeur que s'ils sont adaptés au terrain local. L'histoire, la société et les défis du Burkina Faso appellent une solution sur mesure. Il ne s'agit pas de copier-coller, mais de s'inspirer pour inventer un modèle spécifique. Chaque nation doit trouver son équilibre selon ses traditions et ses besoins. L'unité ne doit pas tuer l'initiative, la sécurité ne doit pas faire taire le peuple. S'inspirer du Rwanda, c'est renforcer la résilience et la souveraineté du Burkina Faso. Mais le risque est réel: perdre le pluralisme qui fait la richesse d'une nation et étouffer l'innovation qui permet de tracer son propre chemin. La vigilance est donc cruciale. L'Afrique post-coloniale cherche sa voie entre héritage et nouveauté. L'avenir appartiendra à ceux qui sauront marier force et ouverture, stabilité et liberté. Prenons le cas de la Corée du Sud, qui, après la guerre, a elle aussi connu une période de pouvoir fort et centralisé avant de s'ouvrir progressivement à la démocratie, tout en maintenant un fort sentiment d'unité nationale. Ou celui du Singapour de Lee Kuan Yew, qui a imposé une discipline stricte pour transformer une cité-État fragile en puissance économique, mais qui a su, avec le temps, intégrer plus de participation citoyenne. Ces exemples montrent qu'il n'existe pas de modèle unique, mais plutôt des trajectoires ajustées à chaque contexte. Le Burkina Faso peut puiser dans le pragmatisme rwandais, tout en s'appuyant sur ses propres traditions d'engagement populaire, de dialogue communautaire et de résilience face à l'adversité. Mais derrière ces choix, une question demeure. Jusqu'où peut-on aller pour protéger la nation sans sacrifier son âme? Les sociétés africaines, marquées par la diversité ethnique, linguistique et religieuse, ont besoin de stabilité, mais aussi d'espace d'expression et de participation. L'expérience du Nigeria, où l'absence d'unité nationale a alimenté les conflits, rappelle les dangers de la division. À l'inverse, la Tunisie post-révolutionnaire montre qu'un excès de pluralisme sans autorité solide peut conduire à la paralysie institutionnelle. Au Burkina Faso, la réflexion s'accélère à mesure que la menace s'intensifie. L'Afrique doit-elle céder une parcelle de liberté pour mieux défendre sa souveraineté? Que feriez-vous à sa place? Cette interrogation dépasse les frontières du Burkina Faso. Elle résonne pour chaque pays du continent, confronté au choix entre stabilité et liberté. C'est le dilemme que pose la trajectoire d'Ibrahim Traoré, fasciné par la réussite d'un Paul Kagame. Faut-il privilégier la discipline et la concentration du pouvoir, au risque d'étouffer le pluralisme, pour préserver l'indépendance et la sécurité? Ou faut-il inventer une formule inédite qui conjugue fermeté de l'État et vitalité démocratique? Au Burkina Faso, secoué par des crises récurrentes et des pressions venues d'ailleurs, ce choix n'est pas réservé aux seuls chefs militaires ou politiques. Il interpelle chaque citoyenne et chaque citoyen, chaque famille, chaque communauté. Votre rôle, votre voix et votre vigilance sont décisifs. L'avenir africain dépendra de la capacité des peuples à influencer leurs dirigeants,
à défendre leurs convictions et à nourrir le débat public. Entre la stabilité autoritaire, séduisante mais risquée, et un pluralisme démocratique parfois précaire, où placeriez-vous le curseur? Comment conjuguer souveraineté, paix sociale et libertés individuelles? Il n'existe pas de solution universelle. Mais tout commence par l'information, le dialogue et l'engagement collectif. L'histoire du Rwanda, du Burkina Faso, mais aussi du Ghana, du Sénégal ou de l'Afrique du Sud, montre que chaque peuple écrit sa propre trajectoire. Alors, posez-vous la question. Quel geste, aujourd'hui, pouvez-vous poser pour protéger vos droits et renforcer la stabilité de votre pays? S'informer, dialoguer, s'engager dans la vie associative, participer aux consultations locales, interpeller les décideurs, tout cela compte. Car chaque décision, chaque voix, façonne le devenir d'une Afrique souveraine, forte et équilibrée. L'heure est venue d'ouvrir le débat, de tirer les leçons des modèles étrangers sans perdre de vue l'essentiel, l'âme et la dignité de chaque nation.